bonjour à tous. Cette fois-ci, on est tous prêts. Merci d'être connectés pour ce webcast. Je vous le disais tout à l'heure, vous êtes plus de 1000 inscrits, très nombreux à nous suivre en direct. Je suis journaliste et j'ai le plaisir d'animer ce webcast organisé par EPAL France. EPAL France, c'est la plateforme d'Erasmus+, pour la formation des professionnels de l'éducation et de la formation des adultes en Europe. Alors on va avoir 4 temps forts pour parler de la formation et réconcilier le numérique et la transition écologique. D'abord, on va faire un premier point sur les enjeux environnementaux du numérique, les réalités qui font consensus, les enjeux sur un sujet qui est très nouveau. On va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Comment développer ensuite, dans un deuxième temps fort, un numérique responsable dans le monde professionnel. Ensuite, on verra des initiatives citoyennes d'éducation au numérique responsable. Et puis, les transitions numériques et écologiques au cœur du programme Erasmus+. Vous en saurez plus, notamment sur les financements de l'Europe pour monter des projets autour de cette thématique. Voilà, vous pouvez poser toutes vos questions sur YouTube, à droite de l'écran, pendant notre webcast en direct. Nos intervenants répondront à la fin de chaque partie. Et puis, pour les autres questions, EPAL France vous répondra un peu plus tard via sa plateforme. N'hésitez pas à aller sur le site EPAL France et sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur LinkedIn. C'est parti, on démarre. Premier temps fort, donc les enjeux environnementaux du numérique. Je vous présente nos invités. Gilles Babinet, qui est coprésident du Conseil national du numérique. Bonjour. Bonjour. Lise Breteau, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate et membre du collectif greenIT.fr, un collectif qui regroupe des professionnels dans le numérique responsable. Vous faites du plaidoyer, vous faites de la sensibilisation, de la formation. On commence avec vous, Gilles Babinet. C'est vrai que nous tous, on entend, on lit des estimations très différentes selon les rapports, les études, sur la part du numérique comme source d'émissions de gaz à effet de serre et surtout sur sa croissance exponentielle. Alors, où est-ce qu'on en est réellement? Qu'est-ce qui fait consensus à l'heure actuelle sur la consommation d'équipements, sur l'énergie consommée, notamment par les terminaux? Oui, alors effectivement, énormément de chiffres circulent. On a entendu il y a quelques années qu'envoyer un email, c'était 50 grammes de CO2. Que regarder une émission en streaming, c'était à peu près autant que d'être roulé en voiture. Et puis, heureusement, l'Agence internationale de l'énergie a remis un peu les pendules à l'heure et a montré que beaucoup des études, je pense notamment à celle du Shift et du Haut Conseil pour le climat, étaient en réalité largement fausses, avec des biais méthodologiques extrêmement importants. Pour autant, le numérique n'est pas exempt de défauts et on s'aperçoit que finalement son empreinte est principalement le fait de la fabrication des équipements. Donc changer de smartphone à chaque fois qu'une nouvelle édition est annoncée, c'est une mauvaise idée. C'est entre 100 et 300 kg de CO2. Et puis pour les équipementiers, pour les grands fournisseurs d'infrastructures, il faut désormais intégrer un coût du carbone dans la façon dont ils amortissent ces équipements et dont ils les changent, en évitant de les changer trop souvent et en optimisant finalement ces technologies en fonction également de leur empreinte. Donc on réalise qu'il y a une empreinte qui est due au numérique, il y a un certain nombre de travaux qui sont faits. En France, on a, et c'est aujourd'hui le parlementaire sénateur Patrick Chaize qui porte une loi sur ce sujet, et au niveau de la Commission européenne, on a également un grand débat pour savoir s'il faut introduire dans les grands enjeux de replanification du carbone le sujet du numérique pour faire en sorte que finalement quand on importe ces équipements, on paye une taxe carbone qui soit proportionnelle aux émissions induites par la fabrication de ces équipements. Le sujet, c'est aussi celui de la relocalisation, de savoir si on doit finalement fabriquer ces microprocesseurs et ces équipements en Europe, sachant que lorsqu'ils sont fabriqués en Chine ou en Asie du Sud-Est, l'empreinte carbone, parce que l'électricité est extrêmement carbonée, est 3 à 4 fois supérieure à ce qu'il serait si ces équipements étaient fabriqués en France. Donc de très très grands débats politiques et technologiques en perspective. Alors comment relocaliser, comment limiter l'empreinte carbone de la fabrication des équipements si l'Europe est à des milliers de kilomètres des lieux de production?
C'est un enjeu qui est plus large que celui de la technologie, c'est un enjeu de souveraineté, on en a parlé à l'égard des masques, on en parle à présent à l'égard de la fabrication des microprocesseurs qui irriguent, pour ainsi dire, le monde moderne tel qu'on le connaît. Et c'est un enjeu qui est loin d'être résolu parce qu'il ne suffit pas de faire un grand plan colbertiste dans lequel on va faire une sorte d'Airbus du microprocesseur, mais c'est un enjeu écosystémique qui concerne la formation, la montée en compétences de tout un tas de petits acteurs périphériques à la fabrication des microprocesseurs. On est loin du compte, il faudra prendre des décennies, peut-être une génération pour parvenir à se réapproprier notre souveraineté, mais c'est un enjeu avant tout politique qui pose la question finalement de l'espace européen. Est-ce que c'est uniquement un espace de marché ou est-ce que ce doit être un espace intégré, un espace finalement d'expression de politique industrielle, mais aussi évidemment de compétences. Oui, parce que fabriquer des microprocesseurs, fabriquer des smartphones, c'est plus compliqué que de relocaliser une production de masques. Alors, où en est exactement maintenant la prise de conscience, à la fois des citoyens, des politiques, et puis les compétences technologiques aussi? Eh bien, il y a une sorte de renouveau, c'est-à-dire que il y a quelques années, ce sujet n'intéressait personne. On se vantait même de faire de l'espace européen un espace fabless, sans usine. Et puis on se rend compte aujourd'hui que c'est tout à fait le contraire, que finalement, d'avoir une dynamique à forte valeur ajoutée, ça nécessite de maîtriser les usines, des usines dans lesquelles il y a de moins en moins de salariés manufacturiers, mais de plus en plus d'acteurs de services industriels. Et donc cette dynamique, elle est récente. Malheureusement, elle est trop récente. On voit très clairement que ceux qui sont à la pointe de ça, ce sont des pays qui n'ont pas eu ces pudeurs et qui, à l'instar de la Corée ou de Taïwan, ont tout à fait compris que finalement on pouvait faire des systèmes totalement intégrés, à très très forte valeur ajoutée, et que ce n'était plus du tout des travaux de labeur dont il était question. Et en Europe, est-ce qu'il y a des pays où il y a à la fois une prise de conscience politique, une prise de conscience technologique auprès des sciences de l'ingénieur, par exemple? Vous pensez à des pays en particulier en Europe? Alors en Europe, il y a évidemment, on montre généralement les pays scandinaves comme de bons exemples, mais il y a, je crois, deux pays qui sont intéressants. Il y a les Pays-Bas qui maîtrisent une partie des technologies de fabrication des équipements des microprocesseurs, en particulier avec une société sur laquelle les regards se tournent actuellement, qui est ASML, qui est vraiment la société la plus à l'avant-garde de la fabrication de ces équipements. Et puis la Suisse qui n'est pas un pays membre de l'Union européenne, mais qui est le deuxième pays le plus industrialisé au monde, voire le premier aujourd'hui, et qui est un pays étonnant parce que c'est un pays où les coûts sont extrêmement élevés, et on nous avait induit l'idée que pour maîtriser l'industrie, il fallait avoir des coûts de production qui étaient extrêmement faibles, et notamment des salaires faibles. Or, la Suisse nous montre tout le contraire. Elle montre qu'on peut être extrêmement bon en industrialisation avec des salaires extrêmement élevés. Je pense que cette rupture de paradigme commence à entre guillemets, contaminer le débat politique en Europe. Et au-delà de ça, et je crois que c'est quelque chose qui est subconséquent, on se rend compte que c'est aussi bon pour l'environnement. C'est-à-dire que l'industrie, lorsqu'on la maîtrise, et lorsqu'on la maîtrise exactement, on peut en faire quelque chose d'extrêmement propre. Et je crois que c'est tout à fait un corollaire du débat sur la souveraineté, c'est que le meilleur moyen finalement d'être vertueux, c'est d'être industrieux à forte valeur ajoutée. Qu'est-ce que vous attendez fidèlement d'Erasmus+, dans un contexte comme celui-ci, qui est un contexte de plus en plus complexe? Quel rôle peut jouer Erasmus+? Alors, écoutez, moi j'ai beaucoup plaidé pour une reprise en main des enjeux de formation, d'enseignement supérieur, d'apprentissage, et notamment je me suis beaucoup appuyé sur le modèle suisse. Les modèles suisses, allemands, autrichiens et dans une certaine mesure scandinaves reposent très largement sur l'apprentissage. La Suisse est un pays étonnant parce que c'est le pays où il y a, dans l'OCDE, le moins de diplômés de l'enseignement supérieur, mais en même temps une continuité dans l'apprentissage qui est absolument remarquable et qui fait que vous pouvez avoir des politiques intégrées. C'est-à-dire que vous pouvez faire en sorte que l'apprentissage et l'industrie fonctionnent de concert, de façon très efficace. On a aussi ça dans le nord de l'Italie, peut-être d'ailleurs de façon encore plus remarquable dans cette région-là, et ça nous pousse à réfléchir à la façon dont on fait des formations qui ne sont plus des formations élitistes et parfois un petit peu décorrélées de la réalité. Et c'est une dynamique qui, je crois, doit nous pousser à repenser
à l'échelle de l'espace européen la façon dont on crée des politiques de long terme intégrées, qui tiennent compte de l'environnement et qui font qu'on prend des gens qui sont souvent très jeunes et on les amène à des parcours qui sont optimaux à cet égard. Et pas seulement d'ailleurs à l'échelle des jeunes et de la nouvelle génération, mais aussi à l'échelle des adultes, pour la formation continue. Pour pas qu'on attende trop longtemps, si possible. Tout à fait. C'est une des grandes vertus de la formation, c'est qu'en fait, elle est tout à fait capable à la fois de prendre des gens qui ont 14-15 ans, mais dans le même temps, d'aller chercher des gens qui sont très seniors, qui ont déjà 20, parfois 30 ans de carrière professionnelle, et elle le fait de façon quasiment indifférenciée. Si on veut avancer relativement vite sur ces enjeux environnementaux du numérique. Lise Breteau, pour votre collectif greenIT.fr, quels sont les enjeux de la sobriété du numérique ? L'enjeu majeur, le message principal qu'on peut faire passer, c'est d'avoir en tête que 80% de l'empreinte environnementale du numérique provient des équipements, du matériel. Parce que contrairement à ce qu'on a tendance à imaginer, le numérique n'est pas immatériel. Il est extrêmement matériel. Donc plus on peut faire durer nos équipements, et notamment nos terminaux, nos smartphones, nos ordinateurs, etc., moins on va impacter l'environnement avec notre usage numérique. Ça, c'est pour le premier enjeu, donc l'enjeu de l'équipement. Et puis, il y a un autre enjeu aussi important ? L'enjeu de la formation, évidemment. C'est-à-dire pour tous ceux qui produisent des logiciels, Alors, effectivement, il y a un enjeu qui est majeur, c'est donc on a cette partie matérielle de allonger la durée de vie des équipements. On a un autre enjeu sur le matériel qui est la partie logicielle du matériel. Cette partie logicielle, on doit pouvoir la rendre compatible avec une durée longue du matériel. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des logiciels qui durent longtemps et qui résistent longtemps et qui ne saturent pas les mémoires et qui consomment moins d'énergie aussi, si possible. Surtout qui ne ralentissent pas le matériel, qui ne provoquent pas l'obsolescence prématurée du matériel. Les mises à jour, par exemple. Et ça, ce sont des métiers un peu particuliers qui relèvent de l'éco-conception des services numériques. Et là-dessus, on a un très fort enjeu de formation de professionnels en éco-conception de services numériques. Justement, quel type de formation, quel type de sensibilisation, ça s'adresse, là, ce que vous dites, aux ingénieurs Alors, l'éco-conception, elle va être effectivement manipulée par des développeurs, par des ingénieurs, mais elle doit être pensée, comme on dit en bon français, by design. Dès la conception d'un service numérique, on doit prendre en compte une forme d'éco-conception. On doit prendre en compte les nécessités d'éco-concevoir un service numérique pour permettre sa robustesse, sa longue vie, sa longue durée. Et ça nécessite d'intégrer dès le début les équipes marketing, les équipes commerciales et d'intégrer ces enjeux d'éco-conception à une stratégie globale de mise en service. Quel est actuellement, Lise Breteau, quels sont les grands questionnements autour du low-tech ? Alors, le low-tech, c'est aller au bout du raisonnement en matière d'éco-conception de services numériques. Ça veut dire que si on va vraiment au bout du raisonnement, on va dire, OK, est-ce qu'on a besoin de numérique pour ce service ? Et c'est ça la low-tech. Tout le monde va vous répondre oui. Pas forcément. Pas forcément. Parfois, on n'a pas besoin d'une appli. Parfois, on n'a pas besoin d'un site web complètement sursaturé de photographies et de services annexes. Parce qu'on risque de perdre l'utilisateur et on va alourdir les pages, on va les ralentir, on ne va pas permettre à quelqu'un qui a un vieux smartphone ou un vieil ordinateur de charger correctement la page et donc d'accéder au service. Et la low-tech, ça va être de dire, OK, est-ce que pour ce service, on a forcément besoin de pousser les utilisateurs à installer une application sur leur téléphone ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça ? Et peut-être qu'on aura juste besoin d'un envoi de texto. Ou peut-être même, pour être vraiment extrêmement radical, on aura juste besoin d'une conversation de vive voix entre humains. Et c'est ça, en fait, la low-tech. Ouais. Alors, ceci dit, tout ça, ça nécessite de repenser complètement les choses autrement. C'est vraiment un changement de paradigme. Je ne suis pas certaine que les gens commencent à en prendre conscience. Et puis surtout, quel dialogue avec les multinationales, avec les GAFA, avec tous ceux qui vivent de cette innovation permanente, Gilles Babinet ?
Oui, vous savez, on est en train de changer progressivement de perspective en introduisant le carbone dans absolument tous les éléments de la chaîne de valeur. Pour les GAFA qui évidemment poussent une forme de consumérisme, je pense en particulier aux fabricants d'équipements, Apple en particulier, c'est évidemment un changement de dynamique qu'il va falloir qu'ils gèrent. Mais je pense qu'en introduisant d'une façon générale les externalités, on va avoir de nouvelles perspectives. Ça veut dire quoi en introduisant des externalités? C'est-à-dire que quand vous ouvrez une mine en RDC pour pouvoir avoir finalement les produits qui vous permettent de fabriquer des microprocesseurs. Au Congo donc. Voilà, vous polluez le pays. Et puis comme là-bas, ce n'est pas des endroits où on a une régulation qui est facile à appliquer, vous le polluez d'autant plus que vous n'avez pas de punition pour le polluer. Ça, c'est un vrai problème, et c'est un problème qu'on n'observe pas uniquement en RDC, mais surtout dans des pays africains. Et il faut à la fois que les régulateurs et les groupes de pression fassent en sorte que ce soit des dimensions pour lesquelles il y a des compensations évidentes, et au-delà de ça, que ces mines soient mieux gérées. Puis c'est la même chose pour le carbone. Quand vous fabriquez un ordinateur à Shenzhen, en Asie du Sud, en Chine du Sud, eh bien, l'origine de l'énergie qui permet de faire fonctionner l'usine est extrêmement carbonée. Il faut qu'il y ait une compensation juste des émissions de CO2 qui soient émises et qui fassent en sorte que le propriétaire de cette usine s'attache à ce que son énergie soit moins carbonée. C'est vrai pour l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est moins vrai, en revanche, pour les opérateurs de télécom, notamment français, qui ont une énergie de base qui est quasiment décarbonée. En France, on a la deuxième énergie la plus décarbonée au monde. Et donc, finalement, quand on vous raconte que quand vous faites du trafic sur votre téléphone mobile, c'est pas bon pour la planète, c'est faux. Et ça mérite d'être dit. Aux alentours de 6% de la consommation des émissions de CO2 en France sont dues à l'usage. C'est extrêmement faible. Et donc il faut se concentrer, comme Lise vient de nous le dire, sur la fabrication des équipements. Il faut plus de réglementation, sinon les multinationales ne pourront pas innover suffisamment vite. Absolument. Alors il y a plusieurs choses à préciser. Premièrement, l'impact environnemental de l'équipement n'est pas seulement une question de carbone. Il y a plusieurs indicateurs à prendre en compte quand on parle de l'empreinte environnementale. Il y a l'empreinte carbone, effectivement, les émissions de gaz à effet de serre. On a aussi l'usage de l'eau bleue, et on a parfois des tensions sur l'eau. Et qu'est-ce qu'on doit privilégier, qu'est-ce qu'on doit prioriser? Est-ce qu'on doit prioriser le centre de données qui va consommer beaucoup d'eau, ou est-ce qu'on doit prioriser l'agriculture, ou est-ce qu'on doit prioriser l'eau de ville? Donc quand on a des tensions sur l'eau, on va avoir des choix à faire de ce point de vue-là. On a aussi un autre indicateur qui est l'indicateur de terre excavée. Pour construire un microprocesseur, un ordinateur, un téléphone portable, on doit excaver énormément de terre pour aller chercher les métaux rares, les terres rares qui sont dedans, qui sont saupoudrés dans ces terres et qui nécessitent pour leur traitement l'usage de produits très toxiques qui sont rejetés dans la nature. Donc on a une empreinte carbone effectivement, mais l'empreinte environnementale est plus large que la seule empreinte carbone. Ensuite, effectivement, pour réguler un petit peu tout ce processus, dans notre collectif, on ne voit pas vraiment d'autre solution que la contrainte réglementaire, en tout cas à ce stade, dans la mesure où le seul volontariat, à notre sens, ne suffira pas pour changer vraiment les choses. Parce que les contraintes induites sont très fortes et donc les entreprises vont avoir tendance à refuser de s'auto-contraindre aussi fortement pour changer leurs pratiques. Voilà, écoutez, je crois qu'on a déjà posé, tout le monde a pris la mesure de la complexité du sujet, mais on a déjà posé quelques bases. Merci à tous les deux, Gilles Babinet, merci à vous, Lise Breteau. Merci beaucoup. Et on va passer au deuxième temps fort de ce webcast, comment développer un numérique responsable dans le monde professionnel. Comment développer donc maintenant un numérique responsable dans le monde professionnel? Avec moi, Rémi Maronne, qui est directeur de projet pour l'Institut du numérique responsable. Vous menez des projets de formation sur le numérique responsable, notamment un MOOC dont vous allez nous parler,
et que vous pouvez d'ailleurs, vous qui nous regardez, télécharger tout de suite. C'est gratuit, vous allez voir, on apprend énormément de choses. Nicolas Rodelet, responsable du Labo de l'édition, qui est un des incubateurs de l'agence de développement économique Paris & Co, qui est une association indépendante. Karine Dupéré, directrice générale pour Les Imprimeurs, une société privée qui est spécialisée dans les outils numériques, notamment le livre numérique, et qui met en œuvre, tous les deux, vous mettez en œuvre The Good Manager, un projet financé par Erasmus+, pour sensibiliser les professionnels du numérique. On commence avec vous, Rémi Maronne. Déjà, comment est né ce MOOC sur le numérique responsable? Allez voir tout de suite, c'est extrêmement instructif. Alors du coup, le MOOC, c'est une aventure qui est née il y a un certain nombre d'années en réalité, puisque finalement, c'est aussi un petit peu la genèse de l'Institut du numérique responsable. L'Institut du numérique responsable, c'est la réunion au départ de grandes entreprises qui souhaitaient discuter du sujet, plus particulièrement de l'empreinte environnementale du numérique, aujourd'hui plus globalement le numérique responsable. Et l'enjeu en fait était du coup de se réunir et d'essayer de bien comprendre l'empreinte et essayer de trouver des solutions pour aider, on va dire, tout à chacun sur un sujet encore peu abordé. On parle de 2014-2015 sur un sujet qui n'était pas encore tout à fait né, on va dire. Et donc, bien rapidement, s'est posé la question finalement de quels outils on peut mettre à disposition des gens finalement pour aider eh bien, à comprendre cette empreinte. Il y avait des formations déjà qui commençaient à émerger. Une formation en physique, c'est une bonne chose pour pouvoir évidemment apprendre. Et puis, il y a sans doute un outil qui peut permettre de passer à l'échelle, de diffuser plus largement le savoir. Eh bien, c'est le MOOC. C'est le choix du coup qui a été fait pour pouvoir à la fois sensibiliser, mais également approfondir le sujet. Si vous allez sur la plateforme academy-nr.org, vous verrez qu'il y a deux MOOC, un plutôt partie sensibilisation et un plutôt approfondissement. Voilà, sinon tout simplement Institut du numérique, MOOC, également. et vous tombez dessus tout de suite. Il y a énormément de chiffres impressionnants. On parlait des équipements qui sont la partie la plus problématique à l'heure actuelle. 40 smartphones achetés dans le monde chaque seconde. La consommation aussi, 200 kilos de matière pour un smartphone. Je ne sais pas, vous en avez d'autres là à nous donner? Oui, on extrait énormément de matières rares pour produire des équipements connectés, on va dire de manière générale. On extrait 130 000 tonnes de matières rares chaque année dans le monde. Et le problème, en fait, c'est qu'une tonne de matière rare extraite, c'est 1,4 tonnes de déchets radioactifs produits. Donc, on se rend compte que globalement, on est à plus de 150 000 tonnes de déchets radioactifs qui sont produits par an. Donc, déjà, voilà, ça fait un chiffre également qu'on peut retenir. Après, ce qui est important aussi, c'est toujours rester dans cette optique qu'effectivement, le plus gros de la pollution numérique provient de la fabrication des équipements et qu'après, en fait, il y a des usages qui aujourd'hui sont globalement déraisonnés et que l'enjeu, il est à la fois de déraisonner, bien sûr, pour une partie de l'environnement, de se questionner en fait par rapport à nos usages, mais aussi sans doute de se questionner par rapport finalement à les conséquences pour les enfants, les conséquences par rapport à nos sociétés, etc., etc. Et finalement, en fait, on voit que l'enjeu est, bien sûr, il est environnemental sans doute, sur une petite partie, mais qu'il est sans doute aussi social et sociétal pour une autre partie. Et puis la façon aussi, on le disait tout à l'heure, de penser l'élaboration des équipements, quand on sait que chaque employé au travail consomme 600 watts pour 8 heures de travail, c'est l'équivalent de 2 radiateurs. Donc cette chaleur-là aussi, elle pourrait être redirigée. C'est déjà le cas, il y a déjà des initiatives dans ce sens-là. Pour une entreprise, le MOOC, c'est un premier pas, c'est un démarrage. Si elle veut sensibiliser ses employés. Tout à fait. Le MOOC, c'est un point de départ et c'est important d'avoir ce point de départ parce qu'en fait aujourd'hui l'enjeu il est encore beaucoup de vraiment mobiliser, sensibiliser autour de ce sujet et avant tout du coup de comprendre les enjeux. Et c'est pour ça qu'on a développé un MOOC de 30 minutes et également un MOOC de 4h30 qui ont du coup deux enjeux différents. Vraiment le premier qui est vraiment pour comprendre globalement les enjeux et puis le second qui va vous amener à aller un petit peu plus loin dans cette logique de comprendre des choses mais également d'être en capacité d'agir au sein de l'entreprise pour pouvoir dès maintenant mettre
en place certaines choses, on va dire ce qu'on appelle les quick wins, qui sont donc ces petits gestes qui rapidement permettent au moins d'avoir des gains. Alors, donc ce MOOC de 4h30, ça peut s'adresser à qui dans une entreprise, par exemple? Alors ça s'adresse notamment à des personnes qui sont beaucoup en prise avec les métiers du numérique, que ce soit tout l'enjeu numérique. Alors c'est très transverse en même temps le numérique aujourd'hui, mais donc bien sûr des personnes qui sont dans des services communication, qui sont dans des services d'achat, des marketeurs évidemment, les services d'achat qui sont très concernés par ces sujets bien sûr, toute évidemment la sphère DSI, direction des services informatiques. Donc on voit que voilà, ça peut toucher énormément de gens, toute la partie workplace aujourd'hui dans les entreprises aujourd'hui, on voit que les entreprises mettent en place du coup des équipes qui sont chargées de gérer bien sûr l'environnement numérique des collaborateurs et collaboratrices. Donc voilà, ça peut s'adresser à ces personnes-là et l'enjeu en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis en place des solutions pour également, on va dire, certifier ces connaissances et dire et valider bien qu'on a suivi ce MOOC-là. Aujourd'hui, on a un certificat de connaissances qui est associé à ce MOOC et qui permet du coup, bien en 40 questions et 40 minutes de valider ces compétences. Ouais, ça, c'est tout l'intérêt des MOOC maintenant qui sont devenus très reconnus, très formels. Quel est l'impact au niveau des usages aussi? Comment faire ensuite faire en sorte que les entreprises changent, parce que c'est bien beau d'avoir passé 4h30 à avoir un MOOC, mais... L'enjeu, il est aussi de passer une vitesse supérieure au niveau formation, c'est-à-dire que là, on est sur une partie sensibilisation et 4h30 de MOOC, ça ne remplace pas 2 jours de formation en présentiel ou 3 jours ou bien plus. Donc, c'est pour ça qu'à l'INR, on travaille aussi sur la mise en place du coup de formations plus larges avec l'identification des compétences nécessaires et des métiers que l'on peut adresser. Ça, c'est un enjeu qui est fort. Et puis après, donc, au sein des entreprises, pour faire transformer, pour faire en sorte que les choses se transforment, il faut montrer l'intérêt de la démarche. Et l'intérêt de la démarche aujourd'hui, il est véritable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des enjeux environnementaux, oui. Pour les entreprises, c'est des questions d'image, c'est des questions d'attractivité, c'est une question de conscience aujourd'hui aussi, bien sûr. Il y a quand même des entreprises vertueuses et qui ont envie de s'inscrire dans une démarche durable. Et puis on a aussi du coup toute une partie qui est importante, qui est bien un enjeu qui est, on va dire, de coût. Et ça, c'est un point qui est très fort chez les entreprises, bien sûr. Montrer qu'avec une démarche numérique responsable, on va aller vers une diminution des coûts. Et c'est tout ce qu'on essaye de faire en fait, et c'est bien sûr de les inscrire là-dedans. Enfin, un dernier pan qui est très important aussi, c'est bien sûr de montrer que la démarche, elle est aussi sociale et sociétale, et que quand on s'inscrit dans une démarche numérique responsable, on va chercher à remplir du coup les objectifs de développement durable définis par l'ONU. Et les objectifs de développement durable, on parle à la fois d'environnement, mais bien sûr de social et de sociétal. Mais pour ce qui est des TPE, des PME, qui ont parfois encore un vrai enjeu de transformation digitale pour, on va dire, booster leur business, comment est-ce compatible avec le numérique responsable, ce discours que vous leur tenez là? En fait, justement, l'idée, c'est surtout de tenir un discours qui montre finalement l'opportunité qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la transformation digitale, oui, elle doit se faire. Alors, ça fait toujours 20 ans qu'on en parle, donc c'est vrai que c'est toujours un grand sujet, mais en même temps, elle est importante. Et finalement, bien, de peut-être pas l'avoir tout à fait amorcée, ou en tout cas de ne pas l'avoir finie, finalement, c'est une opportunité de se mettre directement finalement dans les bons rails, entre guillemets. Et surtout, encore une fois, quand on commence à s'intéresser au sujet, honnêtement, on voit que du coup, c'est une source d'opportunités. Un petit exemple tout simple, on reste très terre à terre, vous prenez un site internet, aujourd'hui graphiquement avec des textes, on peut faire des choses assez extraordinaires. Remplacer une vidéo par un texte, c'est moins coûteux de produire du texte que de la vidéo. C'est moins énergivore de mettre du texte sur un site que de mettre une vidéo. Et enfin, également, du coup, un dernier point, c'est que c'est beaucoup plus accessible pour toutes les personnes qui ont des déficiences potentielles ou alors un mauvais accès à Internet. Nicolas Rodelet, Karine Dupéret, dites-nous comment vous avez été amenés à travailler ensemble sur ce concept du numérique responsable, une association, une entreprise privée pour ce projet The Good Manager. Qui veut répondre? Nicolas Rodelet. Oui. Tout simplement, Les Apprimeurs est une jeune entreprise qu'on a accueillie et accompagnée au labo de l'édition il y a quelques années, il y a 8 ans je crois. Et on a gardé des liens, on continue à travailler régulièrement ensemble. Et les imprimeurs ont développé une certaine expertise dans la participation à des projets européens, à différents projets. Et Karine, que je remercie, j'en profite pour la remercier, est venue nous chercher
pour ce projet particulier, The Good Manager. Alors, donc on va préciser. Voilà, vous allez nous expliquer, Karine Dupéret, en quoi consiste exactement ce projet, The Good Manager, qui est financé d'ailleurs par Erasmus+, dans le cadre des partenariats stratégiques sur 2 ans. Alors le projet The Good Manager, c'est un projet qui regroupe 6 partenaires, qui donc est suivi par Paris & Co et qui regroupe alors les imprimeurs en partenaires français, Dom Spain en Europe, Nicanor en Bulgarie, Logopsycom en Belgique et l'Institut des sourds de Turin en Italie. L'idée, c'est de regrouper du coup des sociétés, des associations et des organisations qui ont différentes spécificités, différentes compétences. L'origine de The Good Manager, c'est lié à notre pratique des projets européens. On s'est rendu compte en travaillant avec différents types d'organisations que lorsqu'on parlait du numérique, en fait, les compétences n'étaient pas les mêmes et qu'au sein de ces programmes Erasmus+, il était nécessaire, en tout cas, de les accompagner à une bonne pratique de ces questions. Et on a décidé d'orienter le projet sur 3 axes. Un premier axe autour, effectivement, de l'éco-design, donc de la conception en amont d'un numérique plus responsable. Un deuxième axe autour de l'accessibilité, qui est aussi en général à prendre en amont de la conception numérique. En tout cas, elle est moins chère en amont qu'a posteriori. Quand vous parlez d'accessibilité, accessibilité technique, sociale? Alors, je parle d'accessibilité au plus grand nombre via la mise en place de textes, de contenus alternatifs. C'est une pratique de design et de code. De penser par exemple à des personnes porteuses d'un handicap. Alors, porteuses d'un handicap ou dont l'accès à Internet est limité. Oui, d'accord. En fait, ça prend 2 aspects en compte. Et puis le troisième axe est autour de pratiques de manager, la gestion de la RGPD, l'inclusion, l'équilibre, la parité, en fait des choses qui sont liées plutôt au management d'équipe. Donc voilà, ce sont les 3 axes sur lesquels on travaille dans ce projet. Ouais. Quel public ça touche ? Alors, ce projet s'adresse aux adultes. En fait, on a plusieurs axes. On va travailler sur plusieurs réalisations et entre autres une partie qui est aussi sous la forme d'un MOOC. Et c'est pour l'éducation des adultes. En tout cas, c'est notre public principal. Ouais, je voudrais bien qu'on le redise pour ceux qui nous suivent en direct. Ce projet The Good Manager, c'est un projet européen pour bénéficier d'un financement Erasmus+. Vous avez plusieurs partenaires européens. Vous travaillez avec différents pays. Vous pouvez tous les citer là ? Alors oui, France, Belgique, Bulgarie, Italie et Espagne. Voilà, d'accord. Nicolas Rodelet, aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes dans ce recensement des bonnes pratiques ? Parce que ça va donner un catalogue extraordinaire pour tous ceux qui voudront se lancer dans un numérique plus responsable ensuite. Oui, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de donner l'exemple et de proposer à des chefs de projet, par exemple, d'applications, de sites internet, des façons de faire qui ont été essayées par d'autres et mises en application par d'autres entreprises. Aujourd'hui, on vise sur les 5 pays d'identifier une 60aine de bonnes pratiques sur les 3 axes que Karine a décrits. Et on en a à peu près. Alors, il y a une phase d'identification et ensuite une phase d'interview où on essaye de savoir comment ça s'est passé, qu'est-ce qui les a décidés à mettre en œuvre cette bonne pratique. Si réellement c'est une bonne pratique aussi. Quels ont été les freins, les obstacles, quels ont été les bénéfices. Donc on essaie de comprendre tout ça pour en faire un témoignage, un retour d'expérience. Et là vous en êtes à combien ? On a à peu près identifié une 30aine, donc à peu près la moitié. Et les interviews suivent. Et vous pouvez nous citer là, comme ça, de mémoire, 2-3 bonnes pratiques que vous trouvez extrêmement intéressantes, parce que ça c'est le prolongement de ceux qui ont commencé au tout démarrage à être sensibilisés à un MOOC, par exemple, dans leur pays, en Italie ou ailleurs. Par exemple, je pense à une PME qui s'appelle SIDAS, qui n'est pas du tout dans le numérique, qui fabrique des produits de confort autour du pied, donc semelles, chaussures. D'accord. Et en 2015, ils ont décidé de mettre en œuvre une politique de reconditionnement du matériel informatique. Et aujourd'hui, ils sont sur un parc, donc c'est une PME, de 150 machines, à peu près à 40% de machines complètement reconditionnées. Ouais. Ça, c'est un exemple. Ouais. C'est une vraie prouesse parce que le marché du reconditionnement, il n'est pas encore au top du top. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie volonté. Là, dans l'interview qu'on a fait, il explique effectivement les difficultés, les contraintes
qu'il y a pour faire ça. Ouais. Un autre exemple, BETC, l'agence de publicité bien connue, a sorti l'année dernière son rapport d'activité du département RSE. C'est un site web complètement éco-conçu avec un travail sur la frugalité des contenus et qui a la particularité d'être alimenté par un serveur qui est une carte Raspberry, elle-même connectée au vélo de la salle de sport. Donc quand les gens font du vélo, ça alimente la carte et le site est accessible. Et sinon, si personne pédale, on ne peut pas avoir accès au site de l'agence. Ah oui, donc c'est quand même un vrai choix commercial. Il n'y a pas un enjeu commercial très fort sur le rapport d'activité, mais c'est quand même une démarche qui, en tout cas, a l'intérêt de montrer au public c'est un affichage, que tout n'est pas tout le temps forcément accessible et que ce n'est pas forcément gênant. C'est ça. Donc, il y a le Tech Magazine aussi en Espagne qui fait ça, c'est un serveur qui est alimenté par l'énergie solaire et quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de site. Ah oui, là on change vraiment de culture. Hein. Ben voilà, on est dans le dur là, vraiment. Pensez la sobriété numérique, parce que vous parliez de l'accessibilité tout à l'heure. Pensez la sobriété numérique et l'inclusion, l'accessibilité. Est-ce que c'est, bon, pour des raisons politiques, on comprend bien, mais technologiquement, en quoi c'est un même combat selon vous? Alors, un combat, Karine Dupéret. c'est aussi une possibilité, c'est-à-dire que le numérique permet, lorsqu'il est correctement mis en œuvre, d'intégrer en fait cette problématique d'accessibilité. Ce qui est beaucoup plus difficile à faire dans le physique, où ça nécessite des adaptations qui peuvent être beaucoup plus coûteuses. Dans le numérique, on a une vraie possibilité de le faire. Donc, la question, elle est plutôt de savoir, à partir du moment où c'est plus facilement possible, quels sont les outils, quelles sont les démarches à mettre en œuvre et comment est-ce qu'on s'adresse au plus grand nombre. Il y a des adaptations qui sont un peu plus coûteuses en fonction de certains types de handicaps. On sait maintenant que le handicap, on a des handicaps avec lesquels on est, mais on sait aussi qu'on a des périodes de handicap dans la vie qui peuvent être liées à des accidents ou à juste une évolution de la vie. La vieillesse en fait partie, on est une population vieillissante. En fait, cette notion d'accessibilité, c'est l'idée d'avancer avec l'ensemble de la population sur ces nouveaux outils. Et elle prendra de plus en plus de place au sein du débat sur le numérique responsable? Je ne sais pas si c'est une notion de débat, je pense que c'est une notion... Alors, il va y avoir des obligations légales, donc avec les nouveaux programmes qui vont obliger de toute façon à une accessibilité d'ici quelques années. En tout cas, oui, c'est une évolution naturelle pour une plus grande inclusion. Puis ces enjeux sont tous liés en fait. C'est ça qui est important, c'est que je pense qu'on se focalise beaucoup en fait sur la partie environnementale parce qu'elle est criante en fait à cet instant, mais en fait tous ces enjeux sont extrêmement liés. Nous à l'INR, on a un triptyque qui est People, Planet, Profit. Je prends juste un exemple qui est peut-être un peu moins sur l'accessibilité, mais plus par rapport à l'achat reconditionné. Aujourd'hui, faire un achat reconditionné pour l'entreprise, c'est moins coûteux. C'est générateur d'emploi local qui souvent en plus est lié de la réinsertion sociale quand c'est notamment les entreprises de l'ESS qui s'en occupent. Et en plus, du coup, c'est plus vertueux bien sûr pour l'environnement. Et on voit qu'on a les trois en fait qui sont reliés, People, Planet, Profit. Pour conclure sur The Good Manager, qu'est-ce que vous en tirez? Vous êtes à un tiers du chemin du recensement des bonnes pratiques, mais est-ce que déjà vous pouvez en tirer un constat, des analyses? Alors déjà, ce qui nous a surpris, nous, c'est qu'on a constaté que sorti du cercle des gens qui s'intéressent vraiment au sujet, finalement, les gens connaissent assez peu, comprennent assez peu ces enjeux de sobriété numérique. Oui, ils n'en sont pas conscients. Le sujet est très nouveau. Hein. Et même chez nos partenaires, en fait, est-ce qu'une appli de covoiturage qui est une appli numérique, c'est de la sobriété numérique? Non. Est-ce qu'une appli qui permet de choisir des vêtements écologiquement conçus, responsables, est de la sobriété numérique? Non plus. L'appli elle-même ne peut être pas du tout sobre. Donc il y a eu un gros travail déjà pour qu'on comprenne tous bien de quoi on parlait quand on parlait de sobriété numérique. Établir des critères très stricts. Voilà. Et dire en fait, c'est vraiment le travail d'un site, d'une appli qui est conçue pour avoir moins d'impact, être plus sobre, plus frugal, etc. La prolongation pour le MOOC de l'Institut du numérique responsable, de votre côté? Alors, on est en train de travailler sur un certificat de compétences. Donc c'est-à-dire que là, autant on vient reconnaître les connaissances à travers le MOOC, autant le certificat de compétences reconnaît des compétences acquises en formation en présentiel. Et c'est un vrai enjeu de fournir de la formation en présentiel qui permettent d'aller plus loin, de se mettre en situation à travers des exemples, et être en capacité
d'aller produire une stratégie numérique responsable, ce qu'on appelle un schéma directeur du numérique responsable, parce que prendre conscience et mettre des petites choses en place, c'est important. On a besoin de former des acteurs qui sont en capacité d'impulser une stratégie au fond des entreprises, et c'est ce qu'on est en train de faire à l'INR. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. N'oubliez pas, vous qui nous regardez, que vous pouvez poser des questions à droite de votre écran sur la diffusion YouTube de ce webcast. Les intervenants peuvent y répondre tant qu'ils sont encore sur le plateau, mais sinon ensuite EPAL France vous fera des réponses et la discussion continue aussi sur les réseaux sociaux. Alors, une question pour Rémi Maronne. Est-ce qu'il y a un profil de personne ou d'entreprise qui s'adresse à vous en termes de secteur, en termes de métier, et si oui, lesquels? Rémi Maronne. La réponse est plutôt non, ce qui est plutôt encourageant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a au sein de l'association, il y a 85 organisations qui sont membres, et dans ces 85 organisations membres, on compte des grandes entreprises, des collectivités, des écoles, des associations, des TPE, PME, et donc on voit qu'en fait c'est le reflet du paysage aujourd'hui des organisations qui existent en France, et tant mieux parce qu'en fait on a besoin de tous les acteurs, et c'est important que ce ne soit pas un sujet qui soit seulement des entreprises de l'IT ou des entreprises qui ont un but social, etc., etc. Enfin voilà, on est sur un ensemble d'organisations, et c'est bien là l'essentiel. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous remercier. Une question pour tous, pour tous les trois. Est-ce que vous connaissez de bons outils pour mesurer l'empreinte d'un site internet? Aujourd'hui, on aime bien s'appuyer à l'INR sur un site qui a été développé par une entreprise privée qui s'appelle Arneo Group. Vous cherchez éco-conception Arneo, vous allez le trouver tout de suite. Et pourquoi j'en parle? Parce que Arneo nous met à disposition aujourd'hui son outil de manière open source, libre, et on va travailler avec eux pour proposer en open source un outil demain qui sera encore meilleur que celui qu'ils ont produit, mais celui-là est un bon début, donc n'hésitez pas. Je regarde mon écran de contrôle. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, pas d'autres questions. Merci en tout cas. Continuez de poser vos questions sur la diffusion YouTube. Merci à tous les trois. Merci infiniment. On va passer maintenant à la troisième partie des initiatives citoyennes d'éducation au numérique responsable. Troisième temps fort de ce webcast proposé par EPAL France, des initiatives citoyennes d'éducation au numérique responsable. Je suis avec Julien Bélanger, bonjour. Bonjour. Chargé de développement pour l'association Ping, qui propose une expérimentation dans un tiers-lieu numérique qui s'appelle la Maison du Libre. Vous allez nous en parler. Également avec moi Franck Besson, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint responsable du pôle outils et dispositifs pédagogiques pour la Ligue de l'enseignement de la Loire. Julien Bélanger, comment on fait pour transmettre des savoirs dans un contexte de numérique responsable à un large public? Du coup, le point de vue de l'association, qui est une association d'éducation populaire, donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'inscrits qui venaient du monde de l'éducation nationale, l'éducation populaire, c'est un tout en tout cas. Le point de vue de l'association, c'est de se dire que depuis à peu près 15 ans, plus on nous dit qu'il y a de la technologie, plus on nous dit que c'est un peu virtuel, plus il faut en fait des lieux physiques dans lesquels les gens s'approprient les technologies. Donc du coup, le point de départ de l'association, c'est de mettre en place des espaces physiques au sein desquels les gens font du numérique. Donc forcément, vous avez bien remarqué que depuis 15 ans, on n'appelait pas ça numérique, ma grand-mère ne connaissait pas le mot, donc ça s'appelait plutôt technologie. Oui. Donc on met en place des lieux qu'on peut appeler tiers-lieux numériques, Fab Lab, Media Lab, qui sont ouverts plutôt après l'école ou après le travail. Donc on appelle plutôt tiers-lieux, au sein desquels il y a des gens qui pratiquent concrètement en fait, des choses qui sont liées au numérique. Donc pour vous, ça se passe à Nantes? Oui, tout à fait. On a 2 endroits à Nantes. Un qui est en quartier prioritaire, qui est un atelier partagé, qui est ouvert tous les mardis de 14h à 21h. Et un autre qui est sur un endroit un peu plus référencé éducation et enseignement supérieur, qui est sur l'île de Nantes, au sein duquel on accueille aussi des établissements supérieurs, des missions locales ou des jeunes. Enfin, des jeunes, on ne sait plus trop quel âge on a maintenant quand on est jeune, mais disons des 16-30 ans voilà, qui viennent pratiquer. Ouais. Pour le Fab Lab en quartier prioritaire, quel genre de public vous parvenez
à capter sur ces enjeux technologiques? Et bah, du coup, on a un peu remis au goût du jour des activités qui étaient peut-être mises un peu de côté depuis quelques années dans les centres socioculturels, c'est-à-dire des activités un peu sales, entre guillemets, faire du bois, de la couture, ou réparer un grille-pain, ou réparer un ordinateur. Et donc, c'est des gens qui sont disponibles sur les créneaux qu'on propose. Donc, il y a tout type de public, je dirais, il n'y a pas forcément une tranche privilégiée. Mais on a entre 20 et 30 personnes à venir toutes les semaines et qui sont plutôt des gens en dessous de 16 ans, on va dire. Vous me donniez l'exemple d'un grille-pain, mais quelle est la relation avec le numérique responsable dans un Fab Lab comme celui-ci? Bah, du coup, l'association est engagée dans la question des logiciels libres depuis à peu près 15 ans. Et les logiciels libres, vous savez, c'est des logiciels qu'on peut modifier et réparer. Du coup, la question du grille-pain, c'est un peu un exemple concret et matériel de choses qu'on peut améliorer. Et du coup, notre engagement, en tout cas en tant que structure, c'est de mettre au même endroit finalement des choses qui sont de l'ordre de l'Internet, du web, du mécanique et puis de l'électronique aussi, pour montrer que tout ça finalement c'est un ensemble de choses qui sont notre relation aux objets finalement et notre relation à la consommation. Et du coup la consommation responsable, c'est quelque chose en fait qui est en ce moment un peu tendance. Et donc c'est remettre au goût du jour ce qui était développé dans les années 70. À l'époque, on achetait moins de grille-pain jetables, c'était une appropriation des technologies par le plus grand nombre de personnes. C'est ça. Et maintenant, projeter cette attitude verte sur le numérique qui n'était pas un réflexe jusqu'à maintenant. Pendant le confinement, en même temps, et paradoxalement, ce qui est apparu, c'est que tout le monde n'était pas aussi équipé qu'on le pensait. C'était un vrai problème. Tout à fait, donc on a eu une espèce de, au-delà de cette activité-là de lieu, on anime aussi des réseaux de médiation numérique sur la ville de Nantes et sur la région. Et on a eu beaucoup de demandes avec les collectivités de matériel informatique, c'est-à-dire d'ordinateurs pour les collégiens ou voire pour les CM1, CM2. Et du coup, on s'est retrouvé avec un ensemble d'acteurs comme ça confrontés à cette question de l'équipement. Et quand bien même on pensait que les jeunes avaient un téléphone portable et pouvaient discuter facilement sur Instagram, on s'est bien rendu compte que modifier un PDF en ligne, parce que du coup le prof nous demande de faire une mise à jour pour demain, c'est beaucoup plus complexe quand on n'a pas d'ordinateur. Et donc on a créé un ensemble de réunions puis après de regroupements en fait, pour essayer de lutter contre cette fracture numérique qu'on pensait résoudre entre guillemets par l'équipement smartphone ou internet. Et du coup ça s'appelle la maison du libre, au sens où c'est une espèce de blague sur le matériel informatique nécessaire à la maison, mais en même temps ce serait bien qu'il y ait un espace dédié au libre. Et ce qui nous a permis un petit peu de faire bouger les choses. Vous avez bien vu qu'après le confinement, quand même, il y a des choses qui ont un peu bougé. Donc, par exemple, le département de Loire-Atlantique s'est rendu compte que finalement, ils pouvaient sortir du matériel informatique reconditionné de leur service et équiper tout un collège. Donc, on a un collège dans le quartier du Breil, Rosa Parks, là, qui a bénéficié de 60 ordinateurs utilisables, de bonne qualité, qui ont été mis à disposition gratuitement pour les 6e, 5e, jusqu'à la sortie du collège. Oui. Donc l'idée du développement d'un numérique durable, c'est évidemment pas de limiter l'accès au numérique, bien évidemment, mais c'est de prendre en compte cette fracture numérique, de former plus de gens au numérique, tout en prenant en compte les enjeux durables, et les enjeux problématiques du numérique. Vous avez créé donc un réseau d'associations pour répondre aux demandes de matériel informatique, sous licence Linux, Tout à fait. Vous nous disiez. Ça a donné un consortium, c'est ça, pour... Et du coup, ça a un peu forcé finalement une réflexion de Nantes Métropole qui réfléchissait à une filière de reconditionnement numérique, un peu comme il y a d'autres filières sur d'autres thématiques, la question des déchets, etc. Et donc du coup, ils ont créé une filière numérique responsable qui ira justement du reconditionnement de parcs informatiques plutôt issus de grands groupes style SNCF ou des choses comme ça, ou alors des collectivités, jusqu'à l'accompagnement du public, des collégiens sur justement plutôt du matériel reconditionné, plutôt des logiciels libres, parce que du coup on est quand même en 2021, depuis en 1992, et du coup la priorité elle est vraiment celle-ci, et puis c'est faisable en fait, et on a eu des éléments démonstrateurs aussi pendant le confinement qui ont montré que c'était possible, et on s'est mis en contact du coup en créant justement ce consortium, avec toute une chaîne finalement de reconditionnement et aussi des relations avec des acteurs à la fois sociaux, à la fois des acteurs d'éducation nationale et puis à la fois des entreprises. Et des financements derrière, pas trop compliqués à obtenir? Et du coup, on a, grâce au confinement, merci, du coup on a réussi à prouver entre guillemets au service politique de la ville finalement que parmi les aides qu'ils offrent aux citoyens, celle-ci de l'équipement était aussi un élément complémentaire finalement. Ouais. Et donc, ça veut dire former plus de gens, par exemple, au code, pour plus de durabilité, là aussi, pour penser autrement les outils. Du coup, l'effet un peu levier, un peu comme
un peu comme quand on équipe en fait des choses comme ça, du coup on a une demande de formation des éducateurs sur les logiciels libres, sur les plateformes. Donc on essaye de travailler justement à la création de formations plutôt en présentiel plutôt qu'en MOOC, des ressources en ligne, sur ces questions-là, mais ça vient compléter tout un travail, ce sera un autre sujet à mon avis de la webcast, de ce qu'on appelle l'inclusion numérique. Et vous savez bien que dans quelques années, dans 1 an ou 6 mois, on ne pourra plus faire de démarches administratives si on n'a pas Internet ou un ordinateur. Du coup, c'est une partie vraiment très excluante en fait de la société. Donc du coup, on peut dire que ces 2 enjeux-là finalement sont en train, en tout cas sur l'expérimentation de la Maison du Libre, se mélanger finalement, la question d'un numérique autre et puis la question de l'inclusion numérique. L'inclusion numérique, d'ailleurs, c'est une vraie préoccupation maintenant de l'Europe. On aura l'occasion sûrement d'en reparler. N'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions pendant que nos intervenants sont avec moi sur le plateau et ils peuvent y répondre en direct, à droite de votre écran. Pendant ce webcast en direct. On passe à vous, Franck Besson, donc directeur adjoint du pôle outils et dispositifs pédagogiques pour la Ligue de l'enseignement de la Loire. Là aussi, on s'est rendu compte que finalement, on a là maintenant la première génération de jeunes qui sont tout numériques. Comment est-ce que vous avez abordé la question avec les adultes qui sont chargés de la formation pour les jeunes ? Alors du coup, le premier constat en fait, qu'on a fait, c'est de se dire que c'est effectivement un enjeu d'adulte. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que dans le cadre du développement de l'éducation de manière générale, comme dans tout le reste de la société, le numérique prend beaucoup de place, et de plus en plus de place. Et se pose la question du coup de notre rapport au numérique au regard de tout le pendant qui est derrière la face cachée du numérique dont les intervenants précédents ont parlé avant, qui est de dire qu'il y a du coup des enjeux environnementaux et des enjeux sociaux liés à la fabrication, à la fin de vie des déchets. Et donc du coup, on s'est dit que c'était important de parler de ces sujets-là avec les jeunes publics, parce qu'effectivement, ils baignent clairement dedans, mais avec cette image et cette sémantique autour du numérique, et cette image virtuelle, le cloud, c'est des nuages, c'est vaporeux, et on oublie cette matérialité très concrète qui est cachée derrière. Donc tout l'enjeu pour nous, c'était de se dire qu'il fallait qu'on réussisse à apporter des outils, des supports pédagogiques pour parler aux enseignants, aux adultes dans un premier temps, et ensuite dans un second temps au public élève de ces sujets-là pour comprendre la globalité de cet outil-là et se dire qu'il nous apporte plein de choses, il est utile dans plein de circonstances qu'on a évoquées, mais il y a des choses derrière qui sont des impacts concrets qu'il faut qu'on essaie de limiter. Donc voilà, essayer d'avoir une vision globale de tout ça. Ça veut dire que les enseignants, les centres de documentation pédagogique, je ne sais plus comment on dit, les CDI, voilà, sont demandeurs, les adultes sont demandeurs d'éléments concrets, précis, pour transmettre, pour sensibiliser les absolument, élèves. Parce que du coup, en fait, étant donné que le numérique est une problématique, quelque chose qui s'est développé très vite dans l'échelle des dernières décennies, on commence à prendre conscience des enjeux qui sont cachés derrière, mais avec des difficultés aussi. Comment en parler, quoi. Comment en parler et puis sur quelle information se baser aussi. Gilles l'avait dit en introduction tout à l'heure, il y a beaucoup d'informations qui circulent et des informations contradictoires. Donc l'idée pour nous, c'était d'avoir d'abord une stabilisation de la connaissance, se dire concrètement sur quoi on se base pour évaluer l'impact du numérique. Et pour ça, nous, on est éducation populaire, éducation associée avec l'éducation nationale, mais on n'est pas spécialiste de cette question. Donc on s'est entouré d'organismes qui ont cette expertise-là, comme greenIT.fr, comme l'ADEME, comme le Shift ou d'autres. Et voilà, et donc du coup, tout l'enjeu, c'était justement de dire, oui, il faut répondre à ça parce qu'il y a un besoin. Et on s'est bien rendu compte à travers les 3 dernières années qu'il y a un engouement pour ce qu'on propose, qui est perfectible, mais qui a le mérite justement de proposer déjà les premiers outils pour en parler, parce que oui, tout le monde commence à entendre parler de ça de façon très régulière et se disent oui, il faut aussi qu'on le prenne en compte dans l'éducation numérique. Voilà. Et d'ailleurs, je vous précise, vous qui nous suivez en direct, si vous allez sur la plateforme EPAL France, vous allez retrouver ces références-là, ces outils-là pour commencer à travailler sur des projets. Ça a donné concrètement, alors là, ce n'est pas réellement du numérique, des malles pédagogiques. Au sens des boîtes en carton, Des boîtes en carton. Là, alors, vous êtes green. On a essayé en tout cas d'être dans une démarche d'éco-conception maximale. L'idée, c'était de dire effectivement, on peut faire du numérique et parler numérique sans le numérique, avec des outils, des supports papier qui nous permettent d'interagir en réel dans la classe. Et donc, on a une malle pédagogique à la fois avec des documents pour l'enseignant et puis des activités pédagogiques clés en main. On a 17, 18 activités possibles et là, l'enseignant va piocher dedans en fonction de ses objectifs pédagogiques. Et derrière, du coup, on va par exemple lui proposer de déconstruire le cycle de vie d'un smartphone pour comprendre la conception à la fin de vie
comment ça se passe, où sont les impacts derrière. On va lui proposer d'avoir un débat philo sur notre rapport au numérique en tant qu'objet du quotidien, en quoi ça m'apporte quelque chose, en quoi ça peut me poser des difficultés. Même chose pour les autres personnes. On a vraiment dans ce projet une vision globale planétaire avec l'idée de dire il y a ce qui est bon pour moi ou mauvais pour moi, il y a ce qui est bon pour moi et pour les autres et pour la Terre d'une manière générale. On essaie de faire une sorte de check-up, on met tout ça dans la balance, puis après on va vers le choix individuel de son rapport au numérique, en tant qu'individu mais aussi en tant que collectif à l'échelle d'un établissement, puisque l'équipement des établissements, c'est bien au niveau des adultes que ça se joue. Au niveau d'ailleurs des équipements qu'on met aussi en place, qu'on met dans les mains de tous les jeunes aujourd'hui, c'est le cas aussi. Donc voilà, de pouvoir engager après toutes ces réflexions-là derrière pour un rapport au numérique sobre. Ouais. Y a des jeux de société aussi dans cette malle Oui, alors c'est des activités qui ont des approches très variées. Il y en a qui sont plutôt des approches documentaires, il y en a qui ont des approches plutôt type jeu de cartes avec des associations d'images, beaucoup de visuels aussi pour rendre justement imager cette chose qui est cachée derrière l'ordinateur qu'on ne voit pas quand on a un smartphone dans la main, qui est les conditions de fabrication, les mines, qui sont des enjeux industriels importants. Donc plein de supports et vraiment des approches diversifiées pour pouvoir avoir aussi des jeux de rôle et puis je ne vais pas dire s'amuser parce qu'on est dans une démarche pédagogique, mais en tout cas qu'elles soient agréables et qu'elles nous permettent de comprendre des choses. Donc c'est vraiment des outils pour les adultes pour qu'ils diffusent la connaissance. Oui. Comment vous faites pour atteindre un effet d'échelle ? Alors du coup, il y a d'abord la construction du projet en elle-même, où on a associé beaucoup de monde. Des experts de différents domaines, mais aussi l'éducation nationale, aussi des acteurs de l'éducation populaire. On a testé ça dans les collèges pour s'assurer que ce qu'on produit est en phase et cohérent et fonctionne. Donc on a amélioré au cours du processus les contenus. Et derrière, vraiment en dernière phase, c'est l'édition de ces malles pédagogiques. Donc on en édite 180, 60 par pays. Donc il y en aura en Italie, il y en aura en Belgique, il y en aura en France. Et parce qu'on est limité dans cette édition de boîte en carton qui à un moment donné est limitée, on a aussi mis donc, en crédit ouvert l'ensemble de nos contenus sur une plateforme qui s'appelle Conscience numérique durable, qui permet à chacun d'aller chercher nos contenus et de se le réapproprier en piochant ce qui l'intéresse dedans et puis dans une démarche individuelle de pouvoir imprimer sur une imprimante de bureau tout à fait classique des supports pédagogiques, des cartes de jeu pour pouvoir dire si je veux faire le cycle de vie du smartphone et que j'ai pas la malle, je peux le faire en allant chercher les ressources sur cette plateforme numérique. Et on voit que ça marche très bien. Il y a vraiment beaucoup de téléchargements depuis les quelques mois là, qu'on a lancé vraiment la phase finale du projet. Et on est satisfait de voir une communauté s'emparer de notre travail. Donc c'est un projet européen, 3 pays partenaires, la France, la Belgique, l'Italie. Voilà, Milanoté, une coopérative sociale en Italie et la Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente de Belgique. Et vous avez du coup, comme c'était un projet européen avec 3 pays partenaires, vous avez eu des financements Erasmus+. Oui, c'est ça. Combien ? 320 000 €, c'est le socle vraiment du projet qui nous a permis de lancer cette dynamique-là. Et travailler pendant 3 ans sur du contenu, de la recherche, de la documentation, de la conception, du graphisme, tout le travail nécessaire à l'ingénierie d'une malle, et complémenté par des financements propres de nos structures ou bien un financement aussi de l'ADEME qui est venu nous aider aussi pour justement éditer les outils. Quand on a un financement Erasmus+, ça donne aussi un petit coup de pouce ensuite pour avoir d'autres financements et pouvoir empiler des financements. Alors nous, c'était notre deuxième projet européen, dans celui-ci comme le précédent. Parce que justement il y a une démarche qualité derrière la démarche Erasmus+, avec tout le processus d'évaluation, la rigueur qu'il y a, fait qu'effectivement quand on va vers des acteurs locaux après et qu'on a derrière déjà un financement qui est important Erasmus+, c'est plus facile pour venir mettre la petite pierre qui manque que d'y aller et de se lancer comme ça sans. Donc c'est aussi utile pour ça. Peut-être un message à faire passer les deux grands, ceux qui nous regardent. Les deux grands messages qu'on a à faire passer d'un point de vue vraiment de l'intention pédagogique, c'est d'abord de se dire que c'est d'abord une problématique d'adulte. Il ne s'agit pas juste de dire quels sont les éco-gestes pour qu'on utilise bien l'ordinateur, ça en fait partie, mais c'est d'abord comment on s'équipe, comment on travaille la pédagogie avec ou sans le numérique. Et la deuxième chose, c'est de se dire que d'un point de vue des impacts sur tout ce qui est éco-gestes, on va être limité individuellement et qu'après c'est des choix de société. Donc on va aussi avoir une pédagogie qui va permettre aux élèves de réfléchir sur comment je me mobilise en tant que citoyen, en tant que consommateur et qu'acteur avec mon objet numérique, mais aussi à travers le monde associatif, à travers des collectifs, à travers la question du vote, la question des orientations. Bref, il faut un poids citoyen pour infléchir justement le monde numérique, pour aller vers
un autre numérique à l'image de celui qui était évoqué juste avant par de se Julien. mettre tous ensemble et de mener une vraie réflexion collective, multigénérationnelle, tout secteur. Ouais, se mettre un peu sur pause à un moment donné et prendre du recul par rapport à l'engouement numérique et vraiment se poser la question qui était fondamentale, qui a été évoquée par Lise aussi tout à l'heure, qui est de dire le numérique, on en a besoin pourquoi ? Est-ce qu'on en a besoin vraiment partout pour tout ça ? Parce que derrière, c'est des impacts, c'est des enfants dans des mines potentiellement, c'est des gaz à effet de serre, c'est de la biodiversité détruite. Donc, où est-ce que c'est de la consommation d'énergie. C'est de la consommation d'énergie. Donc voilà, comme derrière il y a des impacts, j'essaie d'utiliser vraiment là où j'en ai besoin et que ça ne se fasse pas au détriment d'autres choses ailleurs. Voilà. Et c'est d'ailleurs à ça que sert ce webcast depuis le début que nous sommes en direct. Alors bien sûr, vous posez toutes vos questions pendant que nous sommes avec ces intervenants. Une question pour vous, Franck. Comment obtenir la mallette pédagogique ? Vous avez partiellement répondu à la question. Oui, parce que du coup, on a déjà fait un appel à intérêt. Et il y a déjà beaucoup de structures qui se sont positionnées sur la malle physique. Ouais, donc celle-ci, vous en avez plus, voilà, là, celle-ci, elle est partie. Il faut considérer rupture de stock, c'est vraiment le cas de le dire. Et par contre, du coup, à travers le site conscience-numérique-durable.org, vous allez taper ça sur un moteur de recherche et le trouver. Donc conscience-numérique-durable.org. Oui, je pense qu'on remettra sur EPAL de toute façon le lien. Mais il y a vraiment là la possibilité de télécharger à la fois les livrets d'informations et puis tous les contenus. Il y a des parcours pédagogiques avec des entrées thématiques et chacun va pouvoir là du coup trouver ce qu'il souhaite librement, gratuitement. Voilà. Une autre question pour vous, Franck Besson. Quel bénéfice retirez-vous d'avoir travaillé sur un projet européen et est-ce que vous allez poursuivre ? Qu'est-ce que l'Europe vous apporte ? Ouais, alors ça nous apporte vraiment une richesse déjà d'un point de vue échange culturel et compétences. On a un partenariat en fait qui se suit depuis 2 projets et puis on va maintenant attaquer un 3e projet ensemble puisqu'on a vraiment constitué une équipe européenne qui fonctionne très bien avec vraiment des apports différents d'un point de vue de certains qui auront des compétences plutôt en évaluation, d'autres plutôt des compétences graphiques. On trouve cette énergie-là et puis la dimension européenne aussi, on le disait un petit peu tout à l'heure avec la question des financements, mais ça donne aussi du poids, même sur les territoires locaux, pour après l'implication et puis le travail de réseau en local. Donc c'est vraiment utile vraiment à plusieurs niveaux de ce point de vue-là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui s'affichent ? Sinon, on va passer donc à notre dernier point pour ce webcast. Merci en tout cas à tous les deux. Julien Bélanger, merci à vous. Merci Franck Besson. Donc vous retrouvez beaucoup de références de ce qui a été dit sur la plateforme EPAL France. Et maintenant, on passe au 4e point, les transitions numériques et écologiques au cœur du programme Erasmus+. Voilà, on aborde la dernière section de ce webcast en direct. Merci à vous tous encore pour vos questions, pour être si nombreux à vous connecter. Les transitions numériques et écologiques au cœur du programme Erasmus+. Vous allez avoir beaucoup d'infos pratiques si vous voulez monter un projet sur cette thématique. On est avec Sébastien Thierry, directeur adjoint de l'agence Erasmus+ France, éducation, formation. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous que prévoit le nouveau programme Erasmus+, pour le programme 2021-2027, donc qui a démarré pour accompagner la transition écologique et la sobriété numérique, 2 thématiques qui doivent se fondre en une seule finalement et se répondre l'une l'autre. Alors, le nouveau programme Erasmus+ 2021-2027 se positionne très fortement sur ces thématiques. Mais je pense que c'est utile de revenir sur ce qui s'est passé avant, parce que c'est notamment sur le volet écologique, une thématique qui n'est pas nouvelle dans Erasmus+, et c'est tant mieux. Si on regarde un petit peu les projets qui sont positionnés sur cette thématique, alors entendu au sens très large, autour des problématiques de changement climatique, les questions de biodiversité et ce type de sujet, on dénombre à l'échelle européenne, donc sur l'ensemble des pays qui participent au programme, plusieurs milliers de projets de toutes sortes, de toutes tailles, impliquant des types de partenaires qui sont très différents, mais plusieurs milliers de projets et d'organisations, établissements, écoles, entreprises, associations, comme on l'a vu précédemment ici, et qui se sont investis donc autour de ces thématiques avec un financement Erasmus+. C'est notamment, et je pense que c'est vraiment un point d'intérêt, un support pédagogique qui est très utilisé par les établissements scolaires pour accompagner l'éducation au développement durable
là aussi, qui est une forte priorité à l'échelle nationale, en plus de l'être au niveau européen. D'accord, donc des milliers de projets dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe, absolument. Ces milliers de projets ont impliqué, là, de ce que j'ai recensé, jusqu'à 1700 établissements, associations, donc organisations françaises. Ça, c'était donc pour le volet écologique, et ça fait longtemps, ça y est, maintenant qu'on est sensibilisé à ces questions-là. Alors, est-ce qu'on en est sensibilisé à ce point pour autant? C'est peut-être la question. Je voudrais aussi peut-être mentionner, parce que c'est important, et ça fait partie justement de ce processus qui est progressif finalement, l'engagement, alors au niveau de notre institution, l'agence Erasmus+, parce que c'est une dimension que l'on a souhaité déployer en tant qu'institution pour nos propres pratiques professionnelles, pour les personnels de l'agence. Et on a commencé finalement dans le sillage de la COP21, la conférence de Paris en 2015. On mesure aujourd'hui notre empreinte carbone liée au déplacement des agents et aussi liée au numérique. On s'est rendu compte, notamment en faisant cet exercice, ce qui a été dit ici, que plus de 80% de l'empreinte carbone liée au numérique était liée aux équipements. Donc ça, c'était une découverte à l'époque. Donc c'est une pratique que l'on a désormais bien installée et on compense donc cette empreinte du numérique. On est engagé dans une démarche d'achat durable. On a engagé plus récemment une démarche en matière de consommation responsable également. Nous avons une charte éco-responsable qui est annexée au règlement intérieur, etc. Donc c'est aussi une démarche, on va dire, que l'on déploie au niveau de l'agence parce qu'il y a une dimension qui est tout simplement d'exemplarité par rapport à ces sujets. C'est ça que vous appliquez à vous-même pour montrer l'exemple et montrer que c'est possible aussi pour des entreprises, d'autres institutions et des entreprises commerciales. La sobriété numérique, ça reste quand même un sujet compliqué. Alors c'est un sujet effectivement que l'on retrouve moins dans les projets en tant que thématique, véritablement, donc ce croisement vraiment de la dimension, on va dire, transition durable écologique et de la question du numérique plus particulièrement. Parce qu'il y a un manque d'outils. Là, on nous a présenté des projets très concrets pour se former, mais c'est vrai que les gens ont la sensation qu'il leur manque encore des choses pour bâtir un projet solide. Oui, et puis un besoin aussi d'information et d'une information qui soit large. Alors, avec le nouveau programme Erasmus+ 2021-2027, clairement, on change de dimension. On est désormais sur une thématique qui répond d'abord à un contexte. Je pense qu'il y a une forme de sentiment d'urgence quand même qui est lié aux problématiques environnementales au sens large, la biodiversité, le dérèglement climatique, on en a parlé, la pollution. Oui, le Green Deal européen. Et qui se traduit tout à fait par une impulsion aujourd'hui qui est extrêmement forte à l'échelle européenne avec le Green Deal, qui se décline dans toutes les politiques de l'Union. Donc y compris au niveau du programme Erasmus+. Et cette transition, cette contribution à la transition écologique et durable est une priorité extrêmement forte du programme. Deux dimensions principales, la dimension qui est plus liée à l'empreinte carbone ou à l'empreinte environnementale du programme, et donc là on va avoir des dispositifs pour inciter à utiliser des modes de transport éco-responsables, le train, lorsque c'est possible. Ça n'est pas toujours possible. On pense notamment à nos collègues des Outre-mer qui n'ont pas d'alternative. Mais lorsque c'est possible, c'est encouragé. Et puis la deuxième dimension, qui est peut-être la plus importante, c'est la contribution à la sensibilisation et à l'éducation au développement durable. Et c'est là qu'à travers des projets tels qu'on a pu les entendre à l'instant, The Good Manager ou le projet qui vise à développer la conscience écologique durable, on est typiquement sur cette dimension de sensibilisation, d'accompagnement pour changer les pratiques, les mentalités et réussir cette transition. Concrètement, comment ça se traduit pour ceux qui sont intéressés ? Alors concrètement, le programme Erasmus+, c'est facile. C'est facile, pourquoi ? D'abord parce que c'est un programme qui a la chance, dans le contexte actuel, d'être très soutenu et d'avoir un budget qui permette de financer des projets tels qu'on les a vus. Un budget en augmentation. Et un budget pour 2021-2027, il faut bien le redire, un budget en très large augmentation. Voilà, donc par exemple pour 2022, l'agence Erasmus+, devrait disposer d'une enveloppe de l'ordre de 280 millions d'euros pour financer des projets de coopération tels que ceux qu'on a vus, pour financer aussi des mobilités évidemment.
Peut-être revenir sur une précision. Erasmus+, est un programme donc, qui est à la fois très connu et en même temps assez mal connu. Très connu, on le sait pourquoi, il y a eu un film célèbre qui a permis d'installer une image du programme, mais qui est finalement assez réductrice, puisque c'est un programme qui concerne des catégories de publics qui sont extrêmement vastes, qui vont des élèves aux apprentis, on a vu l'importance de l'apprentissage aussi tout à l'heure, oui, c'est pas que les aux étudiants, hein, évidemment, mais également aux adultes peu qualifiés dans un processus d'insertion. Donc c'est vraiment un programme qui concerne des publics extrêmement larges. Et deux modalités, donc la plus connue, c'est un séjour à l'étranger, une mobilité Erasmus+, qui peut aller de quelques jours, dans certains cas c'est 2 jours, qui permet de rencontrer des gens, d'observer des pratiques, de nouer des contacts, d'avoir un déclic aussi par rapport à certaines pratiques ailleurs en Europe, jusqu'à 1 an de mobilité. Et ça, c'est possible, y compris pour un apprenti. Il peut partir jusqu'à 1 an. Et ça n'est pas que de la mobilité physique aussi. Ça peut être, il y a des projets qui se montent en consortium avec d'autres pays en Europe sans qu'il y ait nécessairement des séjours des uns et des autres. Absolument. C'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui la mobilité hybride permet notamment de combiner une période de mobilité à l'étranger, alors qui reste importante, il ne faut pas le négliger, parce que ce contact, qui est un contact humain tout simplement, c'est quand même celui qui permet après de mettre en place des coopérations fortes et de qualité. Mais pour poursuivre, pour anticiper, pour préparer, pour accompagner ce contact-là, la partie virtuelle de cette mobilité hybride permet d'approfondir les coopérations. Et deuxième modalité donc, du programme Erasmus+, ce sont les projets de coopération. Les 2 exemples qu'on a vus ce matin sont des exemples qui permettent d'illustrer parfaitement ça. Ces projets de coopération offrent des financements Erasmus+, pour échanger, pour découvrir l'autre, pour apprendre de ses pratiques, pour co-construire, pour innover. Si l'on veut par exemple se lancer dans un projet qui permet de mettre en place une formation pour éco-concevoir des services numériques, je rebondis sur un exemple que donnait Lise Breteau tout à l'heure, Erasmus+, c'est là pour ça. Donc il faut au minimum 2 partenaires européens. En général. 2 partenaires européens sur les projets de partenariat dits simplifiés. Donc ça, c'est vraiment le niveau de coopération qui permet de se lancer dans la coopération européenne avec le programme. 3 partenaires européens pour des projets qui sont peut-être un peu plus ambitieux, qui visent à mettre en place une ingénierie. Mais globalement, c'est une approche qui se fait sur la base d'une candidature que l'on dépose à date fixe. Donc là, les dates ne sont pas encore publiées. Ça devrait être autour de fin mars pour les projets de coopération et fin février pour les projets de mobilité. Chaque année, c'est les mêmes dates, peu ou prou. Donc il y a une récurrence et cette candidature permet de concevoir son projet, de le construire et lorsqu'il est financé, évidemment, de le mettre en œuvre. C'est la feuille de route. Ouais. Et quand on va sur le site, on est vraiment accompagné pas à pas pour tous ceux qui démarrent. D'ailleurs, c'était intéressant parce qu'on avait notre invité de la Ligue de l'enseignement. C'était le 2e projet financé par Erasmus+, pour la Ligue de l'enseignement de la Loire. Et une fois qu'on a commencé avec un premier projet pas trop compliqué, et bien ensuite on a accès à d'autres financements pour un projet plus ambitieux, etc. Et puis on a de moins en moins de mal aussi à concevoir des projets. Pour se lancer très concrètement, donc la plateforme EPAL, bien sûr, pour avoir des infos, rechercher des partenaires aussi, parce que si on ne connaît personne en Europe, comment on fait Alors EPAL, effectivement, est de ce point de vue-là un outil, donc on l'a compris, qui permet d'aborder des sujets à travers des webcasts. Il y a beaucoup d'informations et sur le sujet qu'on aborde aujourd'hui, on va retrouver des articles. Il y a par exemple, on parle d'accompagnement et de formation. Je vous renvoie vers ce petit article qui a été écrit par Antoine Amiel autour des 4 étapes à suivre pour éco-concevoir sa formation. C'est tout bête, mais c'est très éclairant. Et ça se trouve sur EPAL. Donc EPAL sert à ça, et ça sert effectivement, comme vous le soulignez, aussi à rechercher des partenaires pour construire son projet en Europe. Et puis évidemment, le site de l'agence, erasmusplus.fr, et à partir de là, on a l'accès à toute l'information. Voilà, alors on va passer la parole à ceux qui nous regardent depuis le début de ce webcast. Il nous reste encore quelques minutes. Il y avait une question pour vous, Sébastien Thierry. Est-ce qu'on pourrait me la réafficher ? Ah ben voilà. Nous sommes de droit belge, sous forme juridique d'une AISBL qui regroupe 7 pays européens et 2 pays extra-européens. Quelle est l'agence nationale à contacter ? Alors là, on est sur
une thématique qui est quand même assez éloignée de la sobriété numérique, qui est une question plus technique. Dans ce cas-là, je pense qu'il vaut mieux que la personne en question nous envoie un mail à l'agence. On est aussi là pour répondre à ce genre de questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la façon d'avoir accès à des financements, de monter des projets autour de la sobriété numérique, de l'accessibilité numérique? On a évoqué, c'est vrai, beaucoup de sujets, et c'est vrai que le sujet, il est très nouveau. Donc il faut aussi laisser le temps aux gens de digérer un peu toutes ces informations-là, pour se dire, bon, bah, voilà, à partir de ce qu'on fait déjà, quelles orientations, comment monter quelque chose, passer au-delà de la prise de conscience finalement. Tout à fait. Ce qu'il faut retenir, on est sur une priorité du programme. On a un instrument qui s'appelle Erasmus+, qui permet à ceux qui maîtrisent, comme à ceux qui ne maîtrisent pas et qui voudraient se lancer dans cette coopération européenne, de le faire. Ça s'appelle les partenariats simplifiés, ça s'appelle les projets de coopération, ça peut être complété avec la mobilité Erasmus+. Donc n'hésitez pas vraiment à faire un tour sur le site de l'agence, à vous renseigner, à prendre des contacts aussi. Il y a des développeurs Erasmus+, qui sont là pour vous répondre et donc à vous lancer. Eh bien, une dernière question, alors celle-là elle revient souvent. La complexité administrative a-t-elle été allégée pour Erasmus+, pour les projets Erasmus+? Alors, d'abord, c'est une complexité qui est relative, parce que Erasmus+, n'est pas le programme européen le plus complexe. Ça ne l'était pas déjà avant, et effectivement, ça le sera encore moins désormais, en tout cas on l'espère, parce qu'il y a eu un travail important réalisé par la Commission européenne pour simplifier, pour rendre accessible ce programme. Ça se traduit par exemple par une approche désormais, un financement forfaitaire pour ces fameux projets de coopération, les partenariats simplifiés. Plus d'autonomie au projet ensuite. Oui, et puis un montage du projet qui est beaucoup plus simple. Un partenariat simplifié, c'est un partenariat qui, selon son niveau de complexité, de coopération, sera financé à hauteur de 30 000 € ou de 60 000 €. Et donc c'est au moment de la candidature que les évaluateurs, lorsqu'ils vont lire le projet, vont devoir estimer si le projet tel qu'il a été conçu représente bien au moins 30 000 € ou au moins 60 000 €. Donc ça, c'est quand même un effort de simplification qui est tangible et qui illustre les progrès réalisés dans le domaine. Pas d'autres questions? Non, bah écoutez, ça sera le mot de la fin. J'espère qu'on a balayé suffisamment de thématiques autour de la formation pour réconcilier numérique et transition écologique. J'espère que ça vous a donné envie d'aller plus loin, d'en savoir plus, de poser des questions. Je vous renvoie bien sûr à la plateforme EPAL France. Vous retrouvez énormément d'infos pratiques. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire qu'il y a déjà 100 000 professionnels de l'éducation et de la formation pour adultes de 35 pays différents qui sont déjà inscrits sur la plateforme EPAL. Donc rejoignez-les, et pour partager vos expériences, il suffit de vous inscrire. C'est gratuit et sans publicité. Donc moins de pollution. Absolument. Par ailleurs, l'intégralité de l'événement d'aujourd'hui a été enregistrée, et donc vous pouvez revoir, accéder à ce webcast si vous l'avez pris en cours de route sur la chaîne YouTube de l'agence Erasmus+ France. Merci beaucoup Sébastien Thierry. Merci. Et merci à vous tous pour vos questions, pour vos connexions. Merci.